Il fut un temps où le simple bruit d'un moteur essoufflé, celui d'un petit fourgon peint en bleu foncé, suffisait à faire trembler un automobiliste français. Ce n'était pas une voiture de course, ni un bolide rugissant sorti d'une usine allemande. Non, c'était un utilitaire ventru, poussif, à peine capable de dépasser le 90 km/h en descente avec le vent dans le dos. Et pourtant, toute une nation a fini par redouter sa silhouette dans le rétroviseur. Comment un fourgon de livraison, conçu pour transporter des baguettes et des bouteilles de lait, est-il devenu le visage le plus craint de l'autorité française? Comment une machine sans la moindre ambition sportive a-t-elle semé un frisson dans le dos de millions de conducteurs? Voilà toute l'histoire paradoxale de la Renault Estafette. Et croyez-moi, elle vaut le détour. Pour comprendre ce prodige, il faut remonter aux années sombres de l'après-guerre, quand la France se relève à peine des ruines et que son industrie automobile marche au pas cadencé. En 1944, un homme du nom de Paul-Marie Ponce impose son fameux plan aux constructeurs français. L'idée est brutale dans sa simplicité. Pour sortir l'industrie de son émiettement d'avant-guerre, chaque marque se voit assigner un territoire précis, avec interdiction formelle d'en déborder. Renault, tout juste nationalisée et rebaptisée Régie nationale des usines Renault, hérite notamment du segment des véhicules utilitaires, qu'elle doit partager avec Berliet. Sur le papier, tout semble réglé, cadenassé, verrouillé. Sauf qu'un trublion va faire voler ce bel ordre en éclats. Ce trublion, c'est Citroën. Le constructeur au chevron obtient une dérogation pour continuer à produire son TUB, un utilitaire à traction avant lancé juste avant le conflit. Et dès 1947, Citroën frappe un très grand coup en dévoilant le fameux Type H, ce fourgon à la tôle ondulée reconnaissable entre mille, avec sa traction avant, sa carrosserie monocoque au plancher plat, sa porte latérale coulissante et sa porte arrière en 3 parties. Un objet d'avant-garde, presque futuriste pour l'époque. Pendant ce temps, que propose la régie de Billancourt? Pas grand-chose de reluisant, il faut bien l'avouer. Une fourgonnette Juva 4 poussive, héritée des années 30, et un gros fourgon surnommé le 1000 kg, robuste mais lourdeau et terriblement dépassé. Autant dire que face au chevron conquérant, Renault fait grise mine. Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle menace pointe à l'horizon, venue d'outre-Rhin cette fois. Le Volkswagen Combi commence à déferler sur les routes européennes, avec son moteur à plat placé à l'arrière et sa bouille sympathique qui séduit déjà les foules. 2 ennemis redoutables donc, sur 2 fronts différents. La régie comprend qu'elle ne peut plus se contenter de rafistoler ses vieilleries. Il lui faut une arme nouvelle, moderne, révolutionnaire. Il lui faut frapper un coup de maître. Mais qui, dans cette grande maison engourdie par les habitudes, osera bousculer les certitudes établies? C'est ici qu'entre en scène le véritable héros de notre histoire. Un homme dont le nom mériterait d'être gravé au fronton des usines Renault. Guy Grosségrange. Ce jeune ingénieur, fraîchement sorti de la prestigieuse école des arts et métiers, se voit confier en 1953 la lourde tâche de concevoir le futur utilitaire de la marque. Le cahier des charges est clair. Il faut combler le vide béant qui sépare le petit fourgon Juva 4 du gros 1000 kg. Ce fameux créneau où prospèrent les artisans, les commerçants, les livreurs. Tous ceux qui n'ont besoin ni d'une microscopique camionnette, ni d'un mastodonte encombrant. Et là, ce garçon audacieux prend une décision qui va tout changer. Une décision presque hérétique dans la maison Renault. Réfléchissez un instant à ce que représentait alors le choix technique. Depuis toujours, ou presque, Renault croyait dur comme fer aux vertus de la propulsion, avec le moteur logé à l'arrière, comme sur la Dauphine et la future R8. Grosségrange, lui, ose l'impensable. Il décide de placer le moteur à l'avant et d'entraîner les roues avant. La traction avant sur une Renault. Vous mesurez l'ampleur du sacrilège? Il faut se souvenir que cette estafette deviendra ainsi la toute première traction avant de l'histoire de la marque aux losanges, devançant même la légendaire R4 qui ne sortira que quelques années plus tard. Un fourgon utilitaire, un simple véhicule de labeur, comme premier laboratoire de cette technologie promise à un si bel avenir. N'est-ce pas magnifiquement ironique? Mais le génie de Grosségrange ne s'arrête pas à ce choix audacieux. Encore fallait-il rendre la chose concrète, viable, industrialisable. Alors l'ingénieur va faire preuve d'une ruse remarquable. Plutôt que de dessiner un moteur entièrement neuf, ce qui aurait coûté une fortune et pris des années,
Il récupère le vaillant petit bloc Ventoux de 845 cm3, celui-là même qui équipe déjà la Dauphine. Et voici l'astuce. Il le retourne littéralement, il le renverse, puis l'installe en porte-à-faux tout à l'avant du véhicule, coincé entre les deux sièges de la cabine. Toute la mécanique repose sur un faux châssis, un berceau qui permet de monter et démonter l'ensemble avec une facilité déconcertante pour les réparations. Un vrai travail d'orfèvre pratique, pensé pour l'usage réel plutôt que pour la parade. Le résultat de cette architecture est tout simplement brillant, et il écrase la concurrence sur un point crucial. En plaçant toute la mécanique à l'avant, Grosset-Grange libère entièrement l'arrière du véhicule. Résultat, un plancher plat, bas, dégagé de tout encombrement mécanique. Là où le Volkswagen Combi souffre de son moteur arrière qui surélève le seuil de chargement, obligeant à hisser péniblement les marchandises, l'estafette offre un seuil abaissé, accessible, pratique. Pour un livreur qui charge et décharge des dizaines de fois par jour, la différence est colossale. À l'arrière, il ne reste plus que le réservoir et la batterie. Et pour équilibrer les masses de ce véhicule au train avant si chargé, les ingénieurs glissent malicieusement 2 gueuses de fonte à l'arrière, 2 simples blocs de métal faisant office de contrepoids. Une solution rustique, presque bricolée, mais diablement efficace. Avant de lâcher cette petite merveille dans la nature, encore fallait-il s'assurer de sa robustesse. Et là, Renault ne fait pas les choses à moitié. Dès 1955, les premiers prototypes sortent des ateliers et commencent une campagne d'essai absolument titanesque. Les futures estafettes vont avaler les kilomètres à travers l'Europe entière, puis affronter les conditions les plus extrêmes dans les déserts brûlants d'Afrique du Nord, où la chaleur, la poussière et les pistes défoncées mettent la mécanique à rude épreuve. Au total, ce sont près de 2 millions de kilomètres qui seront parcourus en l'espace de 3 années seulement, pour traquer la moindre faiblesse, corriger le moindre défaut. Après l'homologation officielle en 1956, quelques exemplaires de pré-série sont même confiés dès 1957 à des clients privilégiés, chargés d'éprouver la bête en conditions réelles. Renault ne veut prendre aucun risque, car l'enjeu est immense. Voilà donc campé le décor de cette aventure hors du commun. Une régie acculée, un jeune ingénieur visionnaire, un pari technique audacieux et des essais impitoyables. Tous les ingrédients d'un futur triomphe semblent réunis. Mais entre un prototype prometteur et un succès commercial, il y a parfois un gouffre immense. Le marché va-t-il seulement accueillir cette drôle de machine à la mécanique inversée? Et surtout, comment ce fourgon de commerçant, ce compagnon des petits métiers, va-t-il basculer un jour dans un tout autre univers, celui de l'uniforme et de la peur? La réponse se cache dans la suite de notre histoire, et elle est bien plus étonnante qu'on ne pourrait le croire. Nous voici en octobre 1959, sous les verrières du Salon de l'Automobile de Paris. La foule se presse, curieuse, gourmande de nouveautés, et sur le stand du Losange, une petite silhouette trapue attire tous les regards. La bête est enfin lâchée, prête à mordre le marché. Mais Renault ne se contente pas de poser son fourgon sur une estrade en espérant que les commandes pleuvent. Non, la régie a compris quelque chose de fondamental que ses concurrents négligent encore. Vendre un utilitaire, ce n'est pas seulement vanter une charge utile et un volume de coffre, c'est raconter une histoire, créer un événement, faire parler de soi. Et là, franchement, les gars de Billancourt vont se montrer diablement malins. Imaginez le culot de l'opération marketing qu'ils dégainent pour l'occasion. Renault organise rien de moins qu'un championnat de France des conducteurs-livreurs. Vous avez bien entendu, une compétition officielle pour couronner le meilleur chauffeur-livreur du pays. Quelle idée géniale quand on y pense! D'un seul coup, le modeste métier de livreur se retrouve auréolé de prestige, transformé en discipline presque sportive. Les commerçants et les artisans s'identifient aussitôt à ces héros du quotidien qui manient le volant avec dextérité. Et au centre de cette mise en scène rusée trône évidemment le nouveau fourgon, présenté comme l'outil idéal du professionnel moderne. Comment ne pas saluer un tel sens de la communication ? Là où Citroën se repose sur la réputation acquise de son vétéran, Renault crée du désir, du mouvement, de l'enthousiasme autour d'un simple véhicule de travail. Mais le véritable coup de maître ne réside pas seulement dans le tapage, il réside dans l'incroyable intelligence commerciale de la gamme proposée. Dès le lancement, la régie ne présente pas un fourgon, mais une véritable armée de variantes taillées pour chaque besoin.
Il y a le fourgon tôlé classique, bien sûr, celui que tout le monde imagine. Mais il y a aussi, tenez-vous bien, une version à pavillon surélevé, offrant une hauteur sous plafond permettant à un homme de se tenir presque debout à l'intérieur. Il y a un plateau à ridelles bâchées pour les charges volumineuses. Il y a même un étonnant microcar capable d'accueillir 9 personnes, conducteurs compris. Une déclinaison pour chaque artisan, une réponse pour chaque métier. Quelle vision, quelle finesse dans la lecture des besoins réels du terrain. Et parmi ces multiples visages, l'un d'eux mérite qu'on s'y attarde, car il cache une anecdote savoureuse. Renault propose une version dite zone bleue, dont la charge utile est volontairement bridée à 500 kg. Pourquoi diable brider ainsi un véhicule? Tout simplement pour se conformer à une réglementation tatillonne qui limitait la capacité des véhicules de livraison autorisés à circuler et stationner dans certains centres-villes encombrés. Une astuce administrative pure et simple. Mais le plus croustillant, c'est le nom qui avait failli être attribué à cette déclinaison. Elle avait bien failli s'appeler Trafic. Oui, ce nom promis à un destin glorieux quelques décennies plus tard resta cette fois dans les cartons. L'histoire aime ces petits clins d'œil, ne trouvez-vous pas? Au fil des mois et des années, cette gamme foisonnante ne cesse de s'enrichir, preuve du succès grandissant du modèle. Cette même année 59, la version surélevée gagne 28 cm de hauteur supplémentaire pour engloutir des chargements toujours plus volumineux. Puis, en 1961, apparaît une plateforme cabine spécialement pensée pour les carrossiers, ces artisans du métal qui allaient greffer sur ce châssis 1001 adaptations, de la benne à l'ambulance en passant par le camion de pompiers. Renault avait tout compris. En offrant une base saine et modulable, la marque laissait le champ libre à l'inventivité de toute une profession. Et le fourgon se multipliait ainsi en une infinité de métiers. Bien sûr, un utilitaire ne vaut que par son cœur mécanique. Et sur ce point aussi, l'estafette a su évoluer avec le temps. Le vaillant petit bloc Ventoux des débuts, avec ses 845 cm3, faisait honnêtement le travail. Mais soyons lucides, il n'était pas taillé pour les cadences infernales des professionnels pressés. Aussi, dès le mois de mai 1962, Renault glisse sous le capot un moteur autrement plus sérieux, le fameux bloc Cléon de 1108 cm3, développant une quarantaine de chevaux. Un progrès notable qui redonne du souffle à la bête et rassure les utilisateurs les plus exigeants. La petite fourgonnette gagne en vaillance, sans jamais renier sa vocation première de travailleuse infatigable. Pendant que Renault peaufine ainsi son offre, n'oublions pas que la bataille fait rage sur le terrain. Le combat des utilitaires légers est d'une férocité que l'on peine à imaginer aujourd'hui. D'un côté, le Citroën Type H continue de séduire par son allure inimitable et son immense espace de chargement, véritable institution roulante. De l'autre, le Volkswagen Combi poursuit son offensive commerciale avec la ténacité teutonne qu'on lui connaît, grignotant des parts de marché sur tout le continent. Et au milieu de ces deux mastodontes, notre estafette doit se faire une place, jour après jour, commande après commande. Qui l'emportera dans cette guerre sans merci? Le fourgon français saura-t-il tenir tête à ses adversaires si bien installés? La réponse, l'estafette va l'apporter par ses ventes, mais aussi par une qualité plus subtile, sa formidable capacité d'adaptation. Car pendant que le Type H vieillit doucement sans évoluer vraiment, et que le combi reste fidèle à sa philosophie germanique, la Renault, elle, ne cesse de se réinventer. Un détail de conception illustre d'ailleurs à merveille cette intelligence pratique. La porte arrière de l'estafette s'ouvre en 3 parties distinctes, tandis qu'une pratique porte latérale coulissante facilite l'accès au chargement par le côté. Certains observateurs malicieux ont d'ailleurs murmuré que Renault s'était peut-être inspiré, sur ce point précis, des solutions astucieuses déployées par le rival au chevron. Qu'importe l'origine de l'idée après tout. Ce qui compte, c'est qu'elle rendait la vie du travailleur infiniment plus facile. Ainsi, au tournant des années 60, l'estafette a définitivement trouvé son public. Elle sillonne les rues des villes et les routes de campagne, chargée de pain, de légumes, de meubles ou d'outils. Elle est devenue le compagnon fidèle du petit commerce et de l'artisanat florissant. Mais tandis qu'elle conquiert ainsi le cœur des travailleurs français, une institution bien particulière commence à lorgner sur ce fourgon décidément prometteur. Une administration puissante, respectée, parfois redoutée, cherche justement un véhicule robuste et modulable pour ses propres besoins.
Et le jour où cette institution en uniforme jettera son dévolu sur la petite Renault, le destin du fourgon basculera dans une toute autre dimension. C'est là que notre histoire prend un tournant que personne à Billancourt n'aurait osé imaginer. À peine un an après avoir conquis les commerçants, notre fourgon reçoit une visite qui va sceller sa légende. La gendarmerie nationale, cette vénérable institution née sous l'Ancien Régime et incarnant l'ordre républicain jusque dans les moindres villages de France, cherche à renouveler son parc de véhicules. Ces maréchaussées ont besoin d'un engin capable de transporter une escouade entière, du matériel, des prisonniers parfois, et de sillonner aussi bien les grands axes que les chemins de traverse. Alors, comme le veut la procédure, elle lance un appel d'offres. Et croyez-moi, l'affaire attise aussitôt toutes les convoitises, car décrocher un tel marché, c'est s'assurer des commandes par milliers, année après année, un pactole que nul constructeur ne saurait dédaigner. Voilà donc lancée une bataille homérique entre les trois grands noms de l'automobile hexagonale, cette sainte trinité que tout Français porte dans son cœur. Dans un coin du ring, Citroën avance son robuste type H, fort de sa réputation et de son habitacle caverneux. Dans l'autre, Peugeot dégaine son honorable fourgon D4, solide représentant de la marque sochalienne. Et au milieu, la régie de Billancourt pousse sa cadette, la petite estafette, encore fraîche et moulue. 3 marques, 3 philosophies, un seul vainqueur possible. Qui allait rafler la mise? Qui saurait convaincre les rudes décideurs en uniforme? L'enjeu était de taille, et aucun des prétendants n'entendait céder un pouce de terrain. Et c'est là que Renault abat une carte maîtresse, un atout que ni Citroën ni Peugeot ne pouvaient égaler sur ce terrain précis. Cette carte, elle porte un nom poétique qui contraste délicieusement avec la rudesse militaire à laquelle elle allait être associée, l'Alouette. Apparue en 1961, cette déclinaison particulière de l'estafette était une petite merveille d'ingéniosité. Figurez-vous une version entièrement vitrée, baignée de lumière, dont la vocation première était pourtant bien pacifique. Son nom même invitait à l'évasion, au grand air, aux escapades du week-end. Car l'Alouette avait été pensée pour transformer le fourgon utilitaire en véhicule de loisir familial, capable d'emmener toute une tribu, bagages compris, respirer le bon air de la campagne le dimanche venu. Le génie de cette version résidait dans sa modularité désarmante. À l'intérieur de cet espace généreux et lumineux, on pouvait installer des banquettes légères, faites de simples tubes métalliques et de toiles tendues, disposées dans le sens de la marche. En un tournement, le fourgon de labeur se métamorphosait en confortable transport de personnes, capable d'accueillir jusqu'à 8 occupants dans sa configuration la plus généreuse. Et quand le week-end s'achevait, on retirait les sièges d'un geste et l'engin retrouvait sa vocation utilitaire. N'était-ce pas là une idée follement en avance sur son temps? Cette polyvalence, ce passage instantané du loisir au travail, ne préfigurait-elle pas déjà d'une certaine manière l'esprit de nos monospaces modernes tant appréciés des familles? Or, ce qui avait été conçu pour les pique-niques dominicaux allait trouver un débouché autrement plus sérieux. Les décideurs de la gendarmerie posèrent les yeux sur cette Alouette et virent immédiatement tout le parti qu'ils pouvaient en tirer. Un habitacle spacieux et vitré offrant une excellente visibilité, une capacité de 8 places assises parfaite pour embarquer une brigade au complet, une modularité permettant 1000 usages, et le tout sur une base mécanique éprouvée et facile à entretenir. C'était exactement ce qu'il fallait à ces hommes de terrain. Et c'est ainsi que l'Alouette, la douce Alouette des escapades familiales, fut massivement enrôlée sous les drapeaux, troquant ses habits de fête contre la sévérité de l'uniforme. Mais pour endosser sa nouvelle fonction, il lui fallait encore revêtir une livrée bien particulière, une couleur qui allait s'imprimer à jamais dans la mémoire collective des Français. Cette teinte, c'était le fameux bleu gendarmerie, ce bleu foncé profond, sévère, reconnaissable entre tous. Et quel pouvoir évocateur dans cette simple couleur! Songez-y un instant. Combien de générations d'automobiles français ont senti leur cœur se serrer à l'apparition de cette silhouette bleutée au détour d'une route? Combien de pieds se sont instinctivement levés de la pédale d'accélérateur à sa seule vue? Ce bleu gendarmerie est devenu, au fil des ans, le symbole même de la peur du gendarme, cette appréhension bien française, mêlée de respect et de crainte, qui saisit le conducteur pris en faute. Un fourgon de livraison devenu épouvantail des routes. Avouez que le destin a de ces ironies savoureuses. Et pourtant, c'est ici que se niche le paradoxe le plus délicieux de toute cette aventure, celui qui donne à notre histoire toute sa saveur.
Car cette machine que la France entière apprit à redouter, ce fourgon dont la seule vue provoquait des sueurs froides, n'avait absolument rien d'un foudre de guerre. Voici la vérité que peu de gens connaissent. Jamais, au grand jamais, les estafettes de la gendarmerie ne reçurent de moteurs gonflés, préparés ou spécialement musclés. Pas la moindre mécanique de course, pas le plus petit surcroît de puissance. Ces fourgons de maréchaussée se contentaient sagement du moteur de série, celui-là même qui équipait les modèles des boulangers et des plombiers. Le même 4 cylindres tranquille, sans la moindre fioriture sportive. Comment ne pas sourire devant une telle situation? Voilà donc des gendarmes lancés à la poursuite de contrevenants au volant d'un véhicule à peine capable de suivre la circulation ordinaire. Au fil des évolutions, ces braves alouettes héritèrent certes des mêmes améliorations mécaniques que leurs sœurs civiles, passant du petit bloc des origines à un moteur emprunté à la R8, puis plus tard à celui de la R12. Mais jamais rien de plus. Un automobiliste, un tant soit peu pressé, au volant d'une berline correcte, aurait sans peine semé ses poursuivants en uniforme. Alors d'où venait cette peur? Elle ne venait pas des chevaux sous le capot, non. Elle venait de ce que représentait ce fourgon, l'autorité, la loi, la sanction inévitable. La force du bleu gendarmerie n'était pas dans son moteur, mais dans le pouvoir qu'il incarnait. N'est-ce pas là une leçon fascinante sur la nature même de l'autorité? Cette petite estafette nous démontre qu'il n'est nul besoin de puissance brute pour inspirer le respect et la crainte. Un symbole bien ancré vaut 1000 chevaux vapeur. Et ce symbole, la gendarmerie l'avait trouvé dans le fourgon le plus improbable qui soit, un utilitaire de commerçant repeint en bleu. Mais si cette réputation redoutable s'est forgée sur les routes de France, elle allait connaître une amplification prodigieuse par un tout autre canal. Un canal capable de graver une image dans l'imaginaire de millions de spectateurs. Car bientôt, notre fourgon bleu allait crever l'écran et devenir une véritable vedette de cinéma. Et c'est cette étrange consécration que nous allons découvrir maintenant. Le passage du fourgon bleu sur les écrans de cinéma allait transformer une simple réputation routière en véritable mythe national. Nous sommes dans les années 60 et le 7e art français vit alors des heures dorées, portées par une pléiade de comédiens populaires qui font rire la France entière. Parmi eux règne un maître incontesté du comique, un homme au visage caoutchouteux et aux mimiques inoubliables, dont les colères homériques et les grimaces désopilantes remplissent les salles obscures. Ce génie du rire, tout le monde le connaît. Il incarne à merveille le petit chef autoritaire, tyrannique et ridicule, celui qui aboie des ordres avant de se retrouver piteusement dépassé par les événements. Et dans quelle tenue ce personnage haut en couleur va-t-il triompher au firmament de la gloire? Sous l'uniforme du gendarme, pardi. Voilà comment une série de comédies devenues cultes, tournées dans le décor ensoleillé et scintillant de la Côte d'Azur, va sceller pour l'éternité le mariage entre notre fourgon et l'imaginaire collectif. Sur ces plages dorées où défilent estivants et vacanciers, les gendarmes de fiction poursuivent nudistes fuyards et automobilistes indisciplinés. Et pour ce faire, ils s'entassent dans quoi? Dans la fameuse estafette bleue, évidemment. Celle-là même dont nous avons suivi la genèse. Le fourgon devient ainsi le complice involontaire des cavalcades les plus burlesques, tressautant sur les routes du littoral, débordant de pandores gesticulants. Comment mieux ancrer une image dans le cœur d'un peuple qu'en l'associant au rire et à la lumière de l'été méridional? Le cinéma offrait à l'estafette une seconde vie, une consécration populaire dont aucun budget publicitaire n'aurait pu rêver. Et quel prodige quand on y songe. Cette machine née pour livrer le pain et transporter des cajots de légumes se retrouvait projetée au rang de vedette, applaudie par des millions de spectateurs hilars. Le paradoxe que nous évoquions prenait alors toute son ampleur. À l'écran comme sur les routes, l'estafette bleue incarnait la maréchaussée dans ce qu'elle avait de plus reconnaissable, alors même que, sous sa tôle, ne battait qu'un cœur mécanique des plus ordinaires. La fiction amplifiait le mythe, la réalité l'entretenait, et les deux se nourrissaient mutuellement dans une boucle vertueuse. Désormais, impossible pour un Français de croiser ce fourgon sans qu'une image de comédie ne surgisse dans son esprit, sans qu'un sourire ne se dessine, teinté de cette appréhension ancestrale envers l'homme en uniforme. Mais réduire l'estafette à son seul rôle de gendarme de cinéma serait faire injure à la richesse de sa carrière. Car ce fourgon fut avant tout le témoin et l'acteur d'une époque bénie, cette période faste que les historiens ont baptisée les 30 Glorieuses. Songez à ce que fut cette parenthèse enchantée.
3 décennies de croissance ininterrompue, de plein emploi, de prospérité retrouvée, où la France se reconstruisait et se modernisait à un rythme effréné. Et dans ce grand bouillonnement, quel meilleur symbole que notre vaillante fourgonnette. Elle incarnait à merveille l'essor du petit commerce et de l'artisanat de proximité, ce tissu de boutiques et d'échoppes qui faisait alors battre le cœur de chaque quartier, de chaque village. Fermez les yeux un instant et imaginez le spectacle quotidien de ces années-là. Le boulanger qui livre ses miches encore tièdes de porte en porte, le primeur qui déballe ses cajots colorés sur la place du marché, le plombier qui accourt outil en main, l'épicier ambulant qui apporte le ravitaillement jusque dans les hameaux les plus reculés. Tous, absolument tous, comptaient sur ce fourgon fidèle pour exercer leur métier. L'estafette était partout. Elle était le prolongement naturel du savoir-faire français, la monture besogneuse de ces artisans qui faisaient la fierté du pays. N'est-il pas émouvant de penser que derrière chaque volant de ce modeste utilitaire se cachait une petite histoire de labeur, d'ambition et de dignité ouvrière? Et cette omniprésence ne se limitait nullement au secteur privé. La Régie nationale, faut-il le rappeler, était le fournisseur attitré des grandes administrations de l'État, et son fourgon vedette allait servir sous toutes les bannières. On le retrouvait en nombre au service des postes, arpentant les routes pour acheminer courriers et colis jusqu'aux confins du territoire. On le croisait aux couleurs de l'électricité nationale, transportant techniciens et matériel pour maintenir la France sous tension. L'armée elle-même l'enrôla dans ses rangs pour 1000 tâches logistiques. Mais il y a plus poignant encore. Cette humble estafette endossa aussi les missions les plus nobles qui soient, celles où chaque seconde compte et où des vies sont en jeu. Car oui, notre fourgon se mua également en véhicule de secours, sauvant sans doute bien des existences au fil de sa longue carrière. Aux couleurs des sapeurs-pompiers, il fonçait vers les incendies et les accidents, chargé d'hommes courageux et de matériel de première urgence. Transformé en ambulance, il transportait les malades et les blessés vers les hôpitaux, sa carrosserie modulable se prêtant admirablement à ses aménagements vitaux. Quelle destinée extraordinaire pour un simple utilitaire tout de même. Du cajot de légumes au brancard de secours, du courrier postal à l'intervention d'urgence, l'estafette aura tout porté, tout transporté, tout servi. Peut-on rêver carrière plus polyvalente, plus profondément enracinée dans le quotidien d'une nation entière? Il est un dernier théâtre pourtant, où notre fourgon joua un rôle discret mais bien réel, et celui-là ravira les amateurs de sport automobile. Vous connaissez sans doute ces petites bombes bleues frappées du losange, ces berlinettes racées qui firent la gloire de la France en rallye, ces alpines dont le seul nom fait vibrer le cœur des passionnés. Eh bien, croyez-le ou non, l'estafette accompagna fidèlement ces valeureuses championnes dans leurs exploits. Elle ne courait pas elle-même, bien sûr. Avec son moteur poussif, on l'imagine mal négocier les épingles d'un col alpin à tombeau ouvert. Mais elle servait vaillamment de véhicule d'assistance, transportant pièces détachées, outillage et mécaniciens sur les spéciales et dans les parcs fermés. Derrière chaque victoire éclatante des berlinettes se cachait ainsi le labeur obscur de ces fourgons d'intendance. N'est-ce pas là, finalement, toute la beauté modeste de cette machine? Elle ne fut jamais la vedette rugissante sous les projecteurs de la gloire sportive. Elle fut l'ouvrière de l'ombre, l'indispensable soutien sans lequel rien n'aurait été possible. Fidèle, endurante, discrète et pourtant omniprésente, l'estafette a tissé sa légende non pas dans l'éclat des podiums, mais dans la constance du service rendu. Elle a porté sur ses épaules toute une époque, du cinéma populaire au marché de campagne, des bureaux de poste au circuit de rallye. Mais toute belle histoire connaît un jour son dénouement, et la longue épopée de notre fourgon bleu ne fait pas exception. Après plus de 2 décennies de bons et loyaux services, l'heure de la retraite allait bientôt sonner. Comment cette carrière hors norme s'est-elle achevée, et quel héritage stupéfiant ce modeste utilitaire a-t-il laissé à toute une marque? C'est ce que nous allons enfin découvrir. Toute épopée, aussi glorieuse soit-elle, finit par rencontrer le crépuscule, et celle de notre fourgon bleu n'échappa point à cette règle immuable. Nous voici parvenus à l'orée des années 80, et le monde a bien changé depuis les temps héroïques de sa conception. La France s'est modernisée, les autoroutes se sont multipliées, les exigences des professionnels ont évolué, et la concurrence, plus vive que jamais, propose des engins toujours plus rapides, plus confortables, plus modernes. Face à cette nouvelle donne, notre vaillante fourgonnette, malgré tout son courage et toute sa polyvalence,
commence à accuser le poids des années. Sa silhouette, jadis si novatrice, sent désormais bon la nostalgie plutôt que l'avant-garde. L'heure de tirer sa révérence approche inexorablement. En 1980, le rideau tombe enfin sur cette carrière hors du commun. La production s'arrête et un successeur prend le relais. Un fourgon au nom prédestiné dont nous avons déjà croisé la trace. Le Trafic. Souvenez-vous, ce nom qui avait failli baptiser la version bridée des débuts revenait ainsi sur le devant de la scène, comme un clin d'œil du destin bouclant élégamment la boucle. Le flambeau passait d'une génération à l'autre, mais quel héritage laissait derrière elle la doyenne? Quand on dresse le bilan comptable de cette carrière, les chiffres donnent le vertige et forcent le respect. Ce ne sont pas quelques milliers d'exemplaires qui sortirent des chaînes, ni même quelques dizaines de milliers. Non, ce sont très exactement 533 209 unités qui furent assemblées au fil des ans. Plus d'un demi-million de fourgons, un raz-de-marée industriel, la preuve éclatante d'un succès populaire que rien n'était venu démentir durant 2 décennies. Réfléchissons un instant à ce que représente un tel nombre. Un demi-million de véhicules. Cela signifie un demi-million de destins, de commerces, de missions, de familles transportées un dimanche à la campagne. Cela signifie une présence si massive sur les routes de France qu'il était pour ainsi dire impossible de parcourir quelques kilomètres sans en apercevoir un. Cette omniprésence explique d'ailleurs pourquoi ce fourgon s'est gravé si profondément dans la mémoire nationale. On ne côtoie pas impunément un objet durant 20 années sans qu'il ne finisse par faire partie du paysage mental d'un peuple. L'estafette n'était plus une simple automobile, elle était devenue un morceau du décor français, un élément familier du quotidien de plusieurs générations. Au passage, l'histoire technique de ce modèle recèle encore une anecdote méconnue qui mérite qu'on s'y arrête, car elle illustre les occasions parfois manquées de l'industrie. Vous vous souvenez que ce fourgon carbura toute sa vie à l'essence, avec ses différents blocs 4 cylindres, empruntés ici et là dans la gamme du losange. Or, les ingénieurs de la régie caressèrent un temps l'idée de le doter d'un moteur diesel, cette motorisation économe si prisée des gros rouleurs et des professionnels soucieux de leurs dépenses de carburant. Un bloc diesel de la marque Indenor fut même étudié à cette fin. Mais voilà, ce projet demeura lettre morte, et jamais cette version gazole ne connut les honneurs de la production en série. Une occasion ratée? Peut-être. Ou simplement le signe qu'une belle carrière touchait à son terme naturel, sans qu'il fût besoin de la prolonger artificiellement. Mais assez parlé de chiffres et de projets avortés, car l'essentiel est ailleurs, et il est bien plus fascinant. Le véritable trésor que nous lègue cette humble fourgonnette ne se mesure ni en unités produites ni en années de service. Il réside dans une révolution silencieuse dont peu de gens mesurent aujourd'hui la portée. Rappelez-vous le pari audacieux du jeune ingénieur des arts et métiers, ce choix presque sacrilège de placer le moteur à l'avant et d'entraîner les roues avant. Ce que nul n'avait vu venir, c'est que cette architecture, expérimentée pour la première fois sur un modeste véhicule de labeur, allait devenir la norme absolue de toute la marque. Songez-y, c'est sur le dos d'un fourgon de livraison et non sur une berline prestigieuse que Renault fit ses premières armes dans la traction avant. N'est-ce pas absolument savoureux quand on y réfléchit? La technologie qui allait équiper des millions et des millions de Renault dans les décennies suivantes, cette disposition mécanique qui définit encore aujourd'hui l'immense majorité des voitures que nous conduisons, tout cela trouve sa source dans un humble fourgon utilitaire méprisé des amateurs de belles carrosseries. Le petit ouvrier a montré la voie au prince. L'utilitaire besogneux a servi de laboratoire à toute une révolution industrielle. Voilà qui devrait nous rendre à jamais humbles devant ces machines modestes que l'on regarde de haut. Ce sont parfois elles qui, dans l'ombre, préparent les grands bouleversements de demain. Et c'est peut-être là, mes amis, la plus belle leçon que nous enseigne l'estafette. Ce fourgon nous rappelle qu'il ne faut jamais juger sur l'apparence, ni mépriser ce qui semble ordinaire. Un véhicule sans prestige, sans puissance, sans ligne racée, aura pourtant marqué son époque plus profondément que bien des voitures de rêve. Il aura terrorisé les automobilistes sans jamais rouler vite, fait rire la France entière depuis les écrans de cinéma, servi les commerçants comme les gendarmes, les postiers comme les pompiers, et par-dessus tout, il aura tracé le chemin technique que sa marque tout entière allait emprunter. Impossible de ne pas éprouver une tendresse sincère pour ce compagnon fidèle de tant de Français, ce héros discret du bitume hexagonal. Alors la prochaine fois que vous tomberez,
Au détour d'un rassemblement de véhicules anciens ou dans un vieux film du dimanche après-midi, sur cette silhouette trapue peinte en bleu profond, ayez une pensée émue pour elle. Derrière ses formes rondes et sa mécanique modeste se cache l'une des plus belles histoires de l'automobile française, celle d'un petit fourgon qui, parti pour livrer du pain, finit par écrire une page entière de notre patrimoine roulant. L'estafette n'a peut-être jamais gagné de course ni battu de record de vitesse, mais elle a gagné quelque chose de bien plus précieux, une place inaltérable dans le cœur de tout un peuple. Et vous, gardez-vous un souvenir de ce fourgon bleu qui a traversé les décennies ? Peut-être l'avez-vous croisé dans votre enfance, peut-être un membre de votre famille en a-t-il conduit un pour son métier ? Racontez-moi tout cela dans les commentaires. Vos anecdotes et vos souvenirs font vivre ces belles histoires. Si cette épopée vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu bien mérité, à partager votre avis juste en dessous et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures automobiles. À très bientôt pour une nouvelle histoire et d'ici là, prenez soin de vous et de vos belles mécaniques.